Une petite fabrique ensoleillée encore, vous en avez de la chance, surtout d'être avec Nicolas Duverger. Bonjour. Bonjour Pascal. Pardon, Dégué-Mermade. Ah oui, bah vous aussi, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est juste pour vous habituer. Priori, voilà, c'est juste pour vous habituer. Enfin, vous comprendrez à la fin de l'émission, probablement. On parle de patrimoine aujourd'hui? Patrimoine, alors on parlera avec Aneta de la restitution des polychromies des terres cuites de la cathédrale de Sainte-Cécile par exemple. On parlera avec Jacques Guichard des cloches de la cathédrale qui vont bientôt sonner de nouveau à l'approche de Pâques. Et puis on n'a pas un portrait d'architecte mais un portrait d'artisan. Et ça c'est une première, on reçoit Monsieur Leroux qui est l'agence de charpente Leroux, éponyme, de Nogent-le-Bernard. Et on sera heureux de retrouver de nouveau nos chroniqueurs bien aimés. Merci. Merci Pascal. C'est parti. Donc on vous l'a dit, on va découvrir tous les patrimoines. Et dans le patrimoine, il y a les jardins. Bonjour Émilie. Bonjour Pascal. Émilie Rodriguez, chargée de pédagogie. Au CAUE. Alors, pas n'importe quel jardin, des jardins qui sont peut-être pas assez connus d'ailleurs. Ça s'appelle le prieuré de Vauboin, c'est quoi? Oui, alors le prieuré de Vauboin, donc, qui est un jardin qui présente ce qu'on appelle l'art aux pierres. Donc c'est un art en fait qui sculpte des végétaux vivants et qui présente des formes soit géométriques, des animaux, des personnages qu'on trouve dans certains jardins. Alors si on en parle aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des visites possibles, bien évidemment. Ça se passe à Beaumont-sur-Dème. En fait, il y a deux jardins en un. Hein. C'est ça. En fait, on a un jardin donc, qui a été planté et dessiné par le propriétaire, qui est au pied en fait, du prieuré, qui est un jardin plus à la française, je dirais. Donc voilà, on y présente cet art. Et puis, il y a un jardin à flanc de coteau, là, qui est complètement expérimental, sur des buis qui sont centenaires. Et on a quelque chose de très particulier à les découvrir. Alors, qui nous fera découvrir Eh bien, le propriétaire des lieux, qui est aussi le concepteur, qui s'appelle Monsieur Juge, et qui est vraiment passionné par cet art, qui est très graphique. Un juge, c'est presque comme juger. Qui est celui qui est en train de faire les images pour vous prendre derrière la caméra, et dont c'est la dernière émission, et que je salue avec nous, bien bas. Quand aurons-nous la chance de visiter Alors, ces jardins? le 16 mai prochain, donc de 14h30 à 16h30, sur place, donc le rendez-vous est à la mairie de Beaumont-sur-Dème. 16 mai, vous avez noté, hein, 14h30, 16h30. Les places sont limitées? Oui, elles sont sur inscription, donc au prix de 5 €. Et vous aurez aussi la chance, en fin de parcours, de déguster le Janière vin blanc local pour clôturer cette journée. Bon, il faut peut-être se dépêcher quand même pour s'inscrire, parce que je pense que ça va attirer beaucoup de visiteurs. Il y a une vraie folie des jardins en ce moment, hein, on peut le dire. Vrai. Merci Émilie. Je vous en prie. Allez, on va continuer cette émission de découverte du patrimoine. On parle patrimoine, vous le savez, dans cette émission, avec deux invités. Aneta Palonka-Cohen, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes au CAUE, chargé? Tout à fait, je suis chargée du patrimoine mobilier. Très bien, et on va parler avec vous dans un instant des statues en terre cuite. À vos côtés, un homme bien connu de tous les Sartois, Jacques Guichard. Bonjour Pascal. Bonjour, journaliste au Maine Libre. Et vous êtes là pour la petite balade architecturale et parler de cloches. Mais par les cloches de la cathédrale du Mans. Je ne suis pas un cinquetier, c'est-à-dire fabricant de cloches, mais je fais les papiers au moment. C'est pour ça que vous m'avez invité. Merci. Et donc on verra justement ce qui arrive à ces cloches en ce moment. Bon, évidemment les statues, ça fait partie intégrante du patrimoine. Tout à fait, d'autant plus que la Sarthe est très riche en patrimoine ancien déjà, mais surtout en patrimoine en terre cuite. Donc les statues en terre cuite du 16e, 17e, 18e siècle. Donc, il y a eu une très belle exposition il y a quelques années. Voilà, il y avait 8 ans, hein, c'est ça à peu près. Il y avait une exposition en 2003 à l'abbaye de l'Épau qui présentait justement ces patrimoines statuaires du 16e, 17e siècle, mais il faut savoir, et tout le monde ne le sait pas, qu'une année avant, donc en 2002, il y avait une exposition au musée du Louvre où on présentait une quarantaine de pièces de nos statues donc, en terre cuite. Au musée du Louvre, c'était une exposition qui a en plus porté un très beau nom, Belle et Inconnue. Parce qu'en effet, on découvre, surtout justement au moment de la restauration, ces objets qui sont souvent dans un état très mauvais de conservation. À cause du fait qu'elles sont en terre cuite?
Et non, pas forcément. Ce sont des objets qui restent pendant des années, des décennies, voire plusieurs 100 ans dans les rétables, dans les églises qui sont un peu abandonnées. Donc forcément, elles prennent beaucoup de poussière. Elles sont salies avant par les bougies, aujourd'hui par la saleté ambiante. Et souvent aussi plusieurs fois restaurées, entre guillemets, parce que ces rafraîchissements qu'on les appelait à l'époque, ce n'était pas forcément des restaurations. On les abîmait davantage qu'on les restaurait. Et aujourd'hui, quand on les restaure, on retrouve les couleurs originales, etc. Voilà. Enfin, c'est ça, Donc là, pas toujours, on n'a pas toujours cette possibilité, mais si on peut, on les fait. Donc en effet, dans les cas de statues en terre cuite, on a souvent plusieurs couches de polychromie. Donc la première, la plus ancienne, et les couches de polychromie successives. Et si on trouve justement cette polychromie ancienne en bon état, on arrive quelquefois à faire un dégagement, ce qu'on appelle un dégagement. Donc on enlève toutes les polychromies plus récentes et on arrive justement à retrouver cette polychromie ancienne. Comment est-ce qu'on dégage ces peintures? C'est un travail très long. Non, c'est en gratte en fait. Voilà, comme tu dis, en gratte. Donc souvent on trouve jusqu'à 10 couches de polychromie, donc c'est très très ça peut épais. effacer certains détails. Voilà, tout à fait. C'est pour ça aussi donc on les nettoie. Bien sûr, c'est le nettoyage, mais surtout justement on retrouve cette finesse originaire de ces statues qui étaient vraiment magnifiques. On avait énormément de sculpteurs qui étaient vraiment de qualité. C'est des artistes de qualité. Et alors celui dont on va parler maintenant, alors avant de monter dans la flèche de la cathédrale, on va d'abord rester dans une chapelle, la chapelle Saint-Pierre, Saint-Pierre, tout à fait. Où on découvre deux statues un peu exceptionnelles. Tout à fait. Donc la première, c'est la fameuse Sainte-Cécile que tout le monde connaît, tous les Sartois la connaissent. Donc une statue qui justement, sa restauration, c'était quelque chose de tout à fait spectaculaire, puisque cette statue était déjà restée pendant des décennies de couleur brune. En fait, elle était couverte d'un badigeon probablement à la fin du 19e siècle. Donc elle était couleur chocolat pendant des décennies. Donc on ne pouvait pas voir les détails, sa beauté de la sculpture et de cette jeune femme. Et surtout des couleurs justement de ses vêtements, de ses carnations, de son orgue. Donc là, justement une restauration qui a été effectuée avant l'exposition en 2003. Donc elle a permis de faire ce dégagement dont on a parlé. C'est Brigitte Estève qui voilà, a fait la c'est la restauratrice de Tours qui s'appelle Brigitte Estève, qui a terminé en fait une restauration qui était très longue pour Sainte-Cécile. Il y avait quelques accidents de parcours. Et à la fin, c'est Madame Estève, en effet, qui a terminé cette restauration. Est-ce que c'était le même artiste qui sculptait et qui peignait par la suite sa sculpture, ou bien il confiait à un peintre le soin de la décorer? Et il y a deux cas étaient possibles. Hein. Donc il y avait des sculpteurs qui en effet peignaient par eux-mêmes les sculptures. Ils avaient, quand on voit par exemple les inventaires après décès des artistes, on voit que tous, ils avaient à peu près les mêmes outils. Donc par exemple des marbres à broyer les couleurs. Donc tout le monde les avait. Donc la preuve que les sculpteurs aussi souvent peignaient par eux-mêmes. Il faut souligner justement à propos de la polychromie qu'elle était mise après la cuisson de l'œuvre. Ce ne sont pas des statues comme par exemple la poterie utilitaire où on cuit déjà les objets qui sont déjà colorés. Non, on peignait par la suite pour rendre ces statues vraiment vivantes. Hein. C'était une sorte de théâtre qu'on retrouve dans les rétables. Peut-être même qu'on les peignait sur place parce qu'en fonction de la lumière, des effets de contraste. Avec oui, on prenait tout à fait en compte la lumière et l'endroit où se trouvaient les statues, mais le travail se faisait à l'atelier. Peut-être qu'on peut parler aussi de l'autre statue qui est dans la même chapelle Saint-Pierre, qui est la Vierge à l'Enfant. Voilà, c'est une toute nouvelle parce qu'on l'a retrouvée. Toute nouvelle de 1633 quand même. Tout à fait, mais une toute nouvelle pour les Sartois, pour les Manceaux, puisque cette statue pendant longtemps était perchée au-dessus d'un portail de la cathédrale. On ne la connaissait pas, elle était toute noire, on ne la voyait pas. Et justement pour cette exposition en 2003, on l'a descendue, donc on a découvert cette beauté. Une statue qui est contrairement à Sainte-Cécile, qui est signée et datée de 1633 par Charles Oyot, cette Vierge à l'Enfant n'est pas signée, mais elle est tellement proche de Sainte-Cécile qu'il n'y a pas de doute en ce qui concerne son attribution à Charles Oyot. C'est un des plus grands sculpteurs manceaux de la première moitié du XVIIe siècle. Donc elle a été restaurée de la même manière par Brigitte Estève. Elle était restaurée de la même façon, sauf que les dégagements, on a effectué aussi un dégagement, on a fait un dégagement, sauf que cette statue, il y avait pratiquement plus de polychromie. Il y avait des carnations qui étaient encore conservées, et malheureusement, avant de poser un badigeon blanc qui la couvrait pendant des décennies, elle a été complètement décapée avant de la pose de ces badigeons. Donc comment on fait pour choisir les teintes d'aujourd'hui?
En fait, non, comme vous avez vu, elle est pratiquement toute blanche. Donc, il y a des carnations et des petits vestiges de la polychromie ancienne, parce qu'il n'y avait pas des répins, en fait. On l'a décapé, donc on retrouve, si vous voulez, les vestiges des petits îlots de la polychromie plutôt ancienne. Alors, comme vous disiez, comme vous l'avez vu, pas tout à fait, parce que c'est un peu compliqué à contre-jour dans une chapelle où elles ne sont pas vraiment mises en valeur. Hein. C'est en attendant, parce qu'en fait, on va les placer après, on va trouver des endroits beaucoup plus valorisants, hein, c'est sûr. Ben, on l'espère, en tout cas. Elles ne sont pas dans leur situation d'origine? Non, ces statues décoraient des hôtels à l'origine. Hein. Il faut s'imaginer, elles étaient placées dans des rétables qu'on trouve encore in situ beaucoup de statues dans les rétables. Aneta Palanca-Cohen, merci. Jacques Guichard, alors vous avez monté les marches de la cathédrale? Eh bien oui, et plusieurs fois. Combien? Et plusieurs fois. Il y en a plus de 360, je ne sais pas tout compter, il y a plus de 360. Enfin, bon, avec vous, on va voir les cloches, d'accord? Eh bien d'accord. Eh bien alors, comment dirais-je, avant la Révolution française, la cathédrale avait des cloches. Bien entendu, pour la Révolution française, on a descendu les cloches pour les fondre, pour en faire des canons. Jusqu'après d'ailleurs, une fois l'entente de paix, une fois qu'on a gagné, on fond les canons pour en faire des cloches pour les Tédéum. Alors, la Révolution française décroche des cloches, on en fait des canons, et sous la Restauration, un peu plus tard, eh bien l'évêque de l'époque veut remettre de nouvelles cloches. Donc il en commande à Sylvain Ernest Bollé, l'ancêtre des Bollé qui notamment Léon, notamment Léon, les constructeurs automobiles, qui était lui à cette époque-là cinctier. Cinctier, c'était fabriquer des cloches qu'au Moyen-Âge on appelait des cinctes, d'où l'expression sonnet de tocsin. Et donc en fait il lui fait 7 cloches à la commande. Alors pourquoi 7? Eh bien de toute façon simplement aux cloches on demandait simplement de sonner tout ensemble. Là le nombre tenait à la richesse du commanditaire. Et donc il a fondu 7 cloches, dont le bourdon, le plus gros, qui s'appelle Julien, qui fait 6423 kilos. Au total, dans les 7 cloches, il y en a pour 13 760 kilos de bronze. Enfin, il y a certains mélanges. Et alors, en fait, ces jours-ci, ils ont restauré le beffroi. Un architecte, autrefois, avait eu la mauvaise idée d'associer le beffroi, qui est l'architecture de bois, qui tient les cloches et qui leur permettent et qui absorbe le balancement des cloches. Il l'avait associé à la maçonnerie. Ce qui fait que le balancement avait abîmé la maçonnerie. Et depuis 30 ans, on ne sonnait plus toutes les cloches en même temps pour des raisons de sécurité. Eh bien là, l'État, sous la responsabilité de Christophe Amiot, qui est l'architecte en chef des monuments historiques, a décidé pour une somme de 150 000 euros qu'il paye, puisque l'État est propriétaire du bâtiment, de les restaurer. Et donc pour le Pâques, elles chanteront de nouveau. Ça, c'est une bonne nouvelle. Merci oui. Jacques Guichard. Jean-Louis Pascal. Merci Aneta. Si on allait voir Jean-Jacques Morvan maintenant. On va se poser de bonnes questions maintenant à propos du patrimoine avec Jean-Jacques Morvan, comme d'habitude, évidemment. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Vous êtes architecte, je le rappelle, au CAUE. Oui. On a tendance à penser aujourd'hui que tout est patrimoine un peu, non? Oui, tout est patrimoine ou devrait l'être. Oui, on peut se poser effectivement cette question. Pourtant, le patrimoine, c'est d'avoir les vieilles pierres, a priori. Oui, voilà, dans la population et dans les gens en général. Les gens en général, oui, pensent patrimoine, vieille pierre, parce que je pense qu'on y intègre aussi la patine du temps, hein, qui donne des effets charmants à l'usure et puis qui mettent en œuvre des matériaux qui quelquefois apparaissent désuets parce qu'on ne construit plus de la même façon à l'heure actuelle. Alors l'architecture justement du XXe siècle, qu'est-ce qui la caractérise ? Et je pense qu'il faut faire référence aux nouveaux modes de construction, notamment les bétons précontraints, l'acier, l'avènement de l'acier, donc à donner aux architectes la possibilité de faire des bâtiments que l'on va qualifier de contemporains, des nouvelles écritures, des nouvelles dimensions, des nouvelles portées, qui ont en fait produit une vraie architecture dite moderne. Alors quelle est la sélection dans cette architecture moderne qui les amène à devenir du patrimoine ? Alors, là, Pascal, vous faites allusion à la qualité de la construction, quels que soient les siècles. J'accepte l'usure du temps, parce que là, il faut quand même que ça résiste. Et on peut se poser la question sur les bâtiments dits contemporains, combien de temps vont-ils durer, même s'ils sont de qualité. Donc c'est de la qualité d'un programme, et souvent c'est un caractère innovant. Dans leur temps, c'était certainement de l'audace architecturale, des performances techniques nouvelles qui prévalaient. Et bien sûr, on en parle depuis le début de la rubrique, le temps fait son œuvre parce que certains bâtiments qui apparaissent très intéressants pâlissent avec le temps, d'autres, au contraire, quelquefois se révèlent. Et on découvre par exemple le patrimoine industriel. Alors qu'est-ce qui n'est pas patrimoine maintenant ?
Alors ça, c'est une vraie question, parce qu'on peut s'interroger sur la mobilisation que nous avons sur certains édifices, hein, pour prendre par exemple les cathédrales, les bâtiments royaux. Par contre, des bâtiments monumentaux. Donc, monumentaux. Et par contre, on peut aussi s'interroger des opérations que l'on peut qualifier de banales, sans âme, qui sont faites au quotidien et dans lesquelles nous vivons. Alors, l'urgence des opérations... Pour le plus grand nombre. Oui, absolument. Alors, on peut se donner un alibi, en tout cas, de se dire qu'il faut construire dans l'urgence, mais pour nous, architectes, ce n'est pas une bonne explication. Et je pense que c'est vrai que vous avez commencé en disant tout est patrimoine. Oui, tout devrait être patrimoine. Bon, mais il n'empêche qu'aujourd'hui n'est patrimoine qu'un pourcentage très restreint. Oui, et c'est un tout petit peu, on peut dire que l'arbre qui cache la forêt, parce qu'on devrait apporter beaucoup d'attention à ce qu'on fait, beaucoup de matière grise et de mettre des équipes pluridisciplinaires pour traiter nos sujets, et souvent on n'y apporte pas suffisamment d'attention. Voilà, c'était la pensée de l'architecte du jour qui a envie d'atteindre le Graal étant de passer évidemment à la postérité dans le patrimoine. Merci Jean-Jacques. Merci Pascal. Moment un peu exceptionnel dans cette émission, puisque ça n'est pas portrait d'architecte, mais portrait d'artisan, avec Stéphane Leroux. Bonjour. Et quel artisan, un artisan que vous avez choisi parce que, évidemment, dans la construction, il est une pièce essentielle. Essentielle, parce qu'il maîtrise le tracé aussi. Les charpentiers sont les premiers à maîtriser le tracé dans l'histoire de l'architecture, enfin des corporations d'artisans. Et puis parce que cette entreprise intervient régulièrement en patrimoine, en restauration. Exactement, oui. Alors Stéphane Leroux, l'entreprise existe depuis que votre père l'a créée, c'est ça? Alors oui, mon père l'a créée en 1963. Et moi, j'ai repris le flambeau en 1990, au retour de mon Tour de France, en fait. Vous avez été compagnon? Je suis compagnon. Ah oui, on le reste à vie, en fait. Ah oui, oui. D'accord. Oui. Et vous n'êtes d'ailleurs pas le seul dans l'entreprise, je crois. 9 personnes, on est. Non, mais pas le seul compagnon. Ah non, oui, autant pour moi. Je suis, on va dire, associé avec un autre compagnon charpentier qui est un peu plus jeune que moi et qui s'occupe de la partie atelier, chantier. Voilà. Donc du coup, vous avez eu un regard un peu peut-être différent sur la profession grâce à ce Tour de France? C'est clair, oui, parce que sans l'expérience du Tour de France, je ne serais sans doute pas en mesure de pouvoir proposer des services pour la restauration de bâtiments anciens, patrimoine. Ouais. Voilà, il faut une certaine expérience, il faut de l'expérience, savoir-faire, une connaissance qui ne peut se transmettre qu'à travers voilà, l'expérience des autres aussi. L'expérience des autres et le fait d'avoir passé dans des entreprises spécialisées en monuments historiques permet d'avoir vraiment une bonne ouverture sur l'ensemble des travaux qui sont réalisés dans le domaine. Vous me disiez pourtant que, parce que vous réalisez aujourd'hui évidemment des travaux neufs et des travaux de restauration, hein, oui. Vous travaillez aussi bien pour les particuliers que le public, etc. Oui. Mais vous me disiez que c'était presque plus compliqué aujourd'hui pour vous de faire du neuf que de faire de la restauration en monuments historiques. Disons que les contraintes ne sont pas tout à fait les mêmes. Quand on fait du neuf, aujourd'hui, on a une partie administrative, préparation de chantier qui est très importante. Les plans, notes de calcul, avis techniques à fournir et tout ce qui suit. En patrimoine, c'est moins contraignant, je dirais. Malgré qu'aujourd'hui, on est plus attentif à la résistance des matériaux. Et quand on restaure certains bâtiments, là, dernièrement, on a restauré un dôme au château de Saint-Aignan. On avait quand même une contrainte technique importante puisque le dôme était très lourd, recouvert de plomb. Et on l'a entièrement démonté, refait. Et là, il fallait absolument contrôler la structure, puisqu'on venait se reposer sur une structure existante, donc il fallait quand même être sûr de son coup. Là. On dit que si au Moyen-Âge, on avait disposé des bureaux d'études type Socotec, Veritas, je vais pas en nommer un, de contrôle, on n'aurait jamais pu construire les cathédrales, hein, puisque les notes de calcul auraient empêché cette architecture empirique, finalement, d'empilement et de démonstration. Oui. Alors, par rapport aux techniques qui étaient utilisées à une certaine époque, est-ce que celles d'aujourd'hui sont meilleures ou est-ce que vous reproduisez celles qui étaient utilisées à l'époque? On reproduit, évidemment qu'on reproduit tout ce qui est assemblage traditionnel, on reproduit l'architecture du bâtiment, on reproduit sa structure, mais bon, dans la mesure où quelquefois c'était empirique et plus que limite, on ne reproduit pas ça, on modifie quand même, on améliore. C'est le cas du beffroi de la cathédrale dont on parlait il y a un instant, par exemple.
On ne peut pas refaire les erreurs des anciens, c'est pas raisonnable, disons. Et la matière première, d'où vient-elle, le bois Alors en restauration, on n'utilise que du chêne. D'accord, mais est-ce qu'il vient de Sarthe, localement? Alors, la scierie est locale. Maintenant, la provenance, moi, je ne la connais pas. D'accord, parce qu'on parle beaucoup des filières courtes, l'idée de... Oui, mais je pense que, la scierie en question doit s'approvisionner localement. Parce qu'à une époque, c'est vous-même qui choisissiez vos propres... On faisait le sciage, oui. Mon père avait... parce qu'en fait, mon grand-père avait une scierie. Donc, au décès de mon grand-père, mon père a recréé une scierie et on avait installé des ouvriers à faire que du sciage. Ces gens-là sont partis en retraite. Moi, je n'ai pas renouvelé. C'est trop compliqué parce que ça fait trop de choses à la fois. Et bon, voilà, ça faisait trop à gérer. Bon, aujourd'hui, vous dirigez donc une entreprise de 9 personnes. La parité n'est pas tout à fait respectée. Ah, je suis désolé. Vous avez quoi? C'est-à-dire vous avez une femme, mais au secrétariat. Oui. Pas dans les compagnies. Pas dans les ateliers. Voilà. Non. Des jeunes? Alors des jeunes, oui, des gens qui ont la trentaine, et puis des plus anciens qui ont 50 ans, et un qui va partir en retraite dans 2 semaines. Très bien. Vous faites de la couverture aussi? Oui. Charpente et couverture, parce que parfois c'est spécialisé. Oui, mais on n'est pas trop dans le département quand même. Et est-ce que la formation actuelle est suffisante pour travailler justement sur les monuments historiques aujourd'hui? Je pense, oui, je pense. Maintenant, ce qui est un petit peu... où est-ce qu'il faut faire attention, c'est que une formation initiale de charpentier, entre guillemets, c'est un peu généraliste. Et ça ne va pas rentrer trop dans le détail. Donc si on peut dire un jeune est intéressé par une activité dans la restauration du patrimoine, ce dernier devra se diriger vers des entreprises spécialisées. Ce n'est pas un centre de formation qui pourra l'aider. Et aujourd'hui, la quasi-totalité de votre activité, c'est le monument? À l'heure actuelle, on est à environ 75% pour la restauration, oui. Vous employez régulièrement des apprentis, vous contribuez à la formation? Alors actuellement, j'en ai pas. Mais on en a toujours eu depuis 1987. On a toujours eu des apprentis. Débouchés toujours. D'accord. Oui, toujours. C'est un secteur porteur. Ouais. La charpente est indispensable pour construire, a priori. Oui, non, mais voilà. Et surtout qu'on a eu une forte évolution à une période où il y avait la maison Saturbois. Bon, là, il y a un fort ralentissement. Sur la maison de Saturbois? Oui, il y a un fort ralentissement, c'est une évidence. Et c'est pour ça qu'on est plutôt à 75% sur l'ancien. Mais ça permettait d'avoir une grande ouverture d'esprit sur la construction bois en règle générale. Le ralentissement du secteur maison bois, c'est lié au ralentissement de la construction de la maison individuelle. Exactement. D'une façon générale, parce que c'est le segment qui augmente le plus, ceci dit. Ouais. Bon, je suis allé voir sur votre site internet qui est très bien fait, félicitations. Merci. leroux-charpente.com, mais ça, on va vous l'inscrire, je pense. Vous avez par ailleurs des partenaires avec lesquels vous travaillez visiblement. Oui. Disons que dans le cadre de la construction bois, on privilégie un certain nombre de prestations sur une maison. Alors donc ça passe par l'isolation et des choses comme ça, quoi. Donc on a des partenaires avec qui on travaille pour ces produits-là. Que vous avez vraiment sélectionnés? Oui. Voilà. Oui. Bon. C'est quoi votre prochain chantier, gros chantier? Alors actuellement, nous sommes au manoir de Guiberne, à Vallon-sur-Gé. Là, je pense que dans une quinzaine de jours, nous aurons terminé. On termine au château de Saint-Aignan, là, une deuxième tranche. Nous allons commencer le logis de Verdigny à Marolles-les-Brault, restauration de la galerie. Donc voilà. Et à chaque fois une aventure différente. Et à chaque fois c'est différent. Et localement en fait, vous ne toujours dépassez quasiment localement, jamais les frontières du département. Non, c'est vrai. Eh ben, justement, on va parler consolidation du bâti ancien maintenant. Merci Stéphane Leroux, avec Bernard Lesbons-Tuyaux. Entre la tuile et l'ardoise, mon cœur balance, mais grâce à Bernard, ça ne va plus balancer du tout. Bonjour Bernard. Bonjour Pascal. Bon, parce que l'ardoise en Sarthe, il faut dire que c'est quand même très répandu, non? C'est répandu, oui et non. Disons, c'est répandu jusqu'à la voie navigable qui, dans le temps, allait à Malicorne. Après Malicorne, on a de la tuile sur nos bâtis. D'accord. Donc c'était un échange qui s'est fait par voie maritime. Les bateaux remontant de Vendée, Saint-Nazaire, Nantes, Angers, et donc Malicorne, aller chercher les poteries à Malicorne notamment.
L'ardoise vient surtout de Trélazé, De non? Trélazé, parce que c'est la plus proche C'est à côté d'Angers, ça. d'Angers, voilà. Bon, cela dit, on trouve là je parlais d'ardoise et de tuiles, on trouve des toitures mixtes. Justement, c'est là où la région où il y a la mixitude des deux. C'est un peu donc, particulier, ça? Oui, et ça se fait sur une bande de 10, 15, 20 km en amont et en aval, et sur les côtés de la Sarthe. Il y avait une raison à ça ou pas? Eh bien, l'ardoise étant plus légère, déjà d'une part pour les charpentes, ça allégeait la charpente, et d'autre part a donné un côté noble, cossu, voilà, où la maison de maître était en ardoise et les bâtis, étables, écuries, tout ça restait donc en tuile. D'accord. Hein, Bon, votre bon tuyau du jour, il est intéressant, c'est le fêtage, racontez-nous. Oui, alors justement, quand on travaille une couverture en ardoise, on met à travailler ce qu'on appelle un lignolet. Hein, donc c'est une partie par les vents prédominants d'ardoise qui va recouvrir l'autre versant, donc et le protéger en même temps, qui est beaucoup plus joli à voir à l'œil parce qu'on a quelque chose de plus simple, de plus humble et qui va mieux avec l'architecture que de voir de la tuile. La tuile canal, là. La tuile canal sur une ardoise, c'est pas très joli. Et bon, voilà. On est plutôt d'accord. Très bien. Merci pour ce bon conseil. À bientôt, Bernard. À bientôt, au revoir. Ce n'est qu'un au revoir, mon frère. C'est la dernière biblio de Nicolas Duverger. Bon, j'espère que j'aurai un peu plus de temps que d'habitude. Bon, 3 mots quand même pour dire que effectivement c'est votre dernière biblio, parce que c'est votre dernière émission. Exactement. Vous partez du CAUE de la Sarthe. Je pars du CAUE de la Sarthe avec un peu de regret, c'est sûr, mais dans la perspective d'un nouveau départ en Finistère pour la création de la CAUE. Félicitations. Merci. Il y a un beau patrimoine là-bas. Ah oui, très riche, oui, à la fois naturel, architectural, archéologique, enfin voilà. Bon, on ne parle pas patrimoine pour terminer la conclusion, pour faire la conclusion de cette émission. On parle de la précédente en fait. On va commencer, oui, en faisant écho à l'émission du dernier mois. Il s'agit de la présentation d'un bouquin sur l'architecture bioclimatique Serre et Habitat, ou comment à partir de l'adjonction d'une serre sur une maison, une petite construction, on peut créer une habitation complètement bioclimatique. Ça fait référence notamment aux travaux d'Anne Lacaton et de Jean-Philippe Vassal, qui ont été les précurseurs en France, et puis relayés depuis quelques années par Raphaël Londelat, par exemple, enfin de nombreux architectes. Et on notera qu'il s'agit de la collection Archi pas cher. Vous avez un autre de bouquin Ouest France, avec un petit bouquin du même style, Nouvelle maison... Attendez... Économique. Nouvelle maison économique, voilà. Ouest France explore cette voie-là de l'architecture de petite échelle économique, et fait vraiment la promotion de l'architecte. Et la part belle au bois, notamment, enfin, dans ce qu'on aperçoit là. Et puis alors là, somme voilà, magnifique. Les fruits des cogitations de 8 années de recherche d'universitaires nantais et rennais aux presses universitaires de Rennes. Et alors ça s'intitule, j'ai pas le titre sous les yeux, donc c'est compliqué, les nouveaux patrimoines en Pays de la Loire. Alors, où les questions de patrimoine, mais sous une acception assez large, puisqu'on va parler aussi des mouchoirs de Cholet, les petits mouchoirs de Turpot, là, rouges, qu'on connaît bien. On parlera aussi dans cet ouvrage des phares, balises, de l'architecture industrielle. Enfin, c'est extrêmement varié. Et il y a même une photo de l'hôpital et Toc-de-Mazie. Et Toc-de-Mazie, voilà, le patrimoine hospitalier du début du XIXe siècle. Et donc, ça ouvre le regard sur de nouveaux champs d'investigation en matière de patrimoine et de préservation. Et on va finir en applaudissement avec tout le public qui est de nombreux publics avec nous pour cette dernière émission de Nicolas Duverger. Voilà. Merci infiniment d'avoir initié cette émission, Nicolas, et on continuera avec votre successeur. Merci de nous avoir suivis.